L'Aïd El-Kébir, moment de prière, de pardon et de recueillement. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a pris part à la grande prière, a saisi cette occasion pour appeler les Maliens et les Maliennes à l'unité pour un Mali plus fort. Jour de fête, difficile de se frayer un passage sur nos routes, un moment où les accidents sont fréquents. Priorité oui, mais prudence d'abord. Focus Santé de ce soir nous parle du traumatisme crânien. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir, bonne fête de l'Aïd El-Kébir, bienvenue aux informations. Le président de la République appelle ses compatriotes à l'unité pour faire face aux multiples défis actuels. Message délivré à la fin de la grande prière de l'Aïd El-Kébir, célébrée aujourd'hui au Mali et à travers le monde. On fait le point avec Ibrahim Traoré. Aïd el-Adha, l'un des jours les plus importants du calendrier musulman. Les fidèles, dans la communion, se dirigent vers la grande mosquée pour implorer la grâce du Tout-Puissant. Parmi eux, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, accueilli à son arrivée par le Premier ministre et d'autres personnalités. Le chef de l'État est suivi quelques minutes après par l'imam Koké Kale qui donne le ton de la prière. Après cette prière, en 2 rakas, l'imam Koké Kale prononce un sermon chargé d'émotions. Des larmes aux yeux, il implore Allah pour la paix, la sécurité ou encore pour l'union des cœurs et des esprits dans un Mali stable. Son sermon est suivi d'un rituel majeur, le sacrifice d'un animal. Il s'agit en général d'un mouton. Occasion également pour le président de la République, dans ses vœux, d'appeler les Maliens à l'unité pour faire face aux défis actuels. La paix et la concorde. Tout d'abord, je salue toute la communauté musulmane et toutes les communautés vivant au Mali, de toutes les confessions. L'Aïd el-Adha est un grand jour pour l'islam. Mais c'est en même temps un jour de miséricorde, un jour de fraternité, un jour de grande concorde que nous n'avons jamais oublié. C'est le jour également de l'humilité devant le Seigneur. Le jour où la foi est la plus vivante, la plus vive, qui voit le fidèle allant jusqu'au sacrifice le plus difficile pour un homme, le sacrifice de son enfant. Ça, c'est l'épreuve à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a voulu soumettre sa créature. Et l'épilogue heureux est connu. C'est donc un jour d'humilité pour les musulmans que nous sommes, les hommes de foi que nous sommes. Et je souhaite qu'elle soit pour nous l'annonce d'une année heureuse. Nous sommes en hivernage, nous avons eu des pluies, certaines bien heureuses, d'autres hélas ont fait des dégâts, mais qu'au bout de tout cela, nous ayons des récoltes à hauteur de souhait, pour que nos greniers se remplissent au bonheur de nos paysans qui travaillent si durement, et que notre peuple ne soit plus hanté par le spectre de la faim en quelque endroit qu'il se trouve. C'est le vœu que je fais aujourd'hui, au sortir de cette prière de l'Aïd el-Adha, que Dieu nous donne à en célébrer de nombreuses autres. Et également la mémoire de ceux qui sont partis, également ceux-là qui n'ont pas démérité, mais telle était la volonté divine, que leurs âmes reposent en paix, qu'ils soient tous bénéficiaires du paradis que nous recevons tous. Et enfin, beaucoup de bonheur pour le peuple malien, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, et ensemble, unis,
retrouver, rassembler de nouveau ce peuple est promis au plus bel avenir. Comme à chaque fête, ils étaient nombreux, des riverains, à attendre le passage à pied du chef de l'État. Ibrahim Boubacar Keïta marche une longue distance pour communier directement avec ses compatriotes, tout en leur souhaitant une bonne fête de l'Aïd El-Kébir. Oui, le président de la République s'est rendu cet après-midi dans les familles fondatrices de Bamako pour le traditionnel Sambé Sambé, occasion de parler de la vie de la cité et des projets de développement engagés par le gouvernement pour le bonheur des populations. Nous y reviendrons au cours de ce journal avec notre reporter Nyanya Aliou Traoré. Ce jour donc est férié, mais pas pour tous les travailleurs. Certains services exigent la présence des agents. Dans certains services comme l'ORTM, les commissariats, les hôpitaux, les agents sont fidèles au poste unique. L'équipe dirigée par Rachel Tessougué a fait le tour de ces services suivant son reportage. Nous sommes à l'Office de radio et télévision du Mali. Là, les agents sont fidèles au poste. Techniciens, journalistes, animateurs, chauffeurs, tous sont présents pour accomplir leur devoir, servir la nation. Ce métier, c'est un choix. Je le fais aussi avec beaucoup de passion. Il n'y a pas de jour de fête en fait chez nous. Nous avons le devoir d'informer notre public chaque jour. Donc, reste si tu es programmé, tu viens, tu fais le boulot. Donc, c'est un choix. Et je le fais avec plaisir. On aime beaucoup ce travail. Quand on choisit de venir au travail les jours de fête, on est obligé de venir travailler. Nous sommes là pour le peuple malien. Pas de repos également pour les agents de la sécurité. Ils sont présents dès l'aube pour assurer la protection de nos différents services. Le commissariat du 1er arrondissement, comme tous les autres, est opérationnel même les jours de fête. C'est le service. Le service prime tout. Que si ça a opté pour la tenue ou encore pour la nation, l'État prime tout. Après le commissariat, direction l'hôpital Gabriel Touré. Là, les agents de santé sont présents pour soulager les maux dont souffrent les patients. Ils assurent la prise en charge urgente des accidentés de la route. Ils s'occupent des malades hospitalisés. Ils pratiquent même des interventions chirurgicales. Des patients qui ont besoin de soins intensifs. Nous sommes là pour ça aujourd'hui même. J'aime très bien ça, parce que c'est pour améliorer la santé. Nous aimons toujours travailler n'importe quel moment dans la vie. Comme les hôpitaux, plusieurs pharmacies de la place restent également ouvertes. C'est notre devoir. Je ne suis pas là aujourd'hui, je remplace quelqu'un. Ça me fait plaisir. Je suis ravie de servir les malades. Ces personnes estiment que ce n'est pas toujours facile de travailler pendant que les autres sont en train de fêter en famille. Mais le sentiment du devoir accompli est la récompense de cette peine. Au nom de la passion du service public. La fête de Tabaski se caractérise par l'immolation d'un bélier. Si la viande est répartie selon les principes islamiques, comment sont utilisés les sous-produits de l'abattage? Pour en savoir davantage, notre équipe de reportage a approché les fidèles musulmans. Suivons ce reportage signé Fademba Keïta. Si la viande du bélier immolé doit être répartie selon les principes sacro-saints de l'islam, les sous-produits non destinés à la consommation humaine, la peau, les cornes et autres s'utilisent différemment. En Afrique, depuis l'aube des temps, la peau était utilisée comme outil de prière dans les familles ou mosquées. Aujourd'hui, les tapis et nattes tissées ont retiré à ces produits pouvant faire l'objet de valorisation cette propriété. L'islam commande à ce que les peaux de mouton soient envoyées à l'imam de la mosquée la plus proche. Une fois vendue, la somme sera destinée aux personnes en situation difficile du quartier. Contrairement à ceci, d'autres offrent ces peaux soit aux cordonniers ou à ceux qui dépêchent le mouton. On cherche les cordonniers pour les donner. On prend les peaux à la mosquée. Les imams et membres des comités de gestion des mosquées les réclament pour le bien-être des personnes démunies des différents quartiers. Le comité de gestion de la mosquée de Bagdadi collecte les pots au nom de l'imama. C'est elle qui se charge de leur vente. La somme servira d'appui ou d'aide en faveur des familles nécessiteuses. Les sous-produits d'abattage ont autant de valeur marchande que la viande elle-même. Les cornes, les sabots peuvent être utilisés dans la confection des boutons pour vêtements. Ils peuvent servir dans l'alimentation du bétail et de la volaille comme apport de calcium. La poudre de sang est également recommandée dans l'alimentation de la volaille et elle coûte extrêmement cher du fait de sa rareté. Le Mali, à l'instar de la communauté africaine, célèbre demain 13 septembre la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. À ce sujet, je vous propose d'écouter le ministre du Développement industriel, Mohamed Ali Aghibrem, des propos recueillis par Abdraman Maïga.
Il s'agit en réalité d'un nouveau rendez-vous de l'histoire dont l'Afrique se doit de tout mettre en œuvre pour ne pas en être absente. Les technologies vertes, également dénommées technologies propres, doivent s'entendre au sens plus large comme celles réduisant l'impact de l'environnement d'une activité humaine. Elles contribuent à l'amélioration de la qualité de l'environnement par la réduction des rejets toxiques dans l'air, dans l'eau ou dans le sol, par l'économie de ressources, l'utilisation des ressources renouvelables, le développement des énergies renouvelables, les techniques d'optimisation de l'utilisation des ressources et des procédés d'usage dans le domaine du bâtiment, de l'industrie et des transports, le recyclage des déchets, le traitement des eaux usées sont autant d'innovations dont l'objet est de réduire les effets préjudiciables de l'activité humaine sur l'environnement. Le but étant de préserver et d'économiser les ressources précieuses, d'optimiser l'exploitation des énergies et de trouver des solutions à long terme pour prévenir la dégradation des écosystèmes. Donc l'intégralité de ce message après ce journal. Le taux d'exécution du programme annuel du projet d'appui à la gouvernance économique est évalué à près de 31% au premier semestre 2016. C'est ce qui ressort des travaux de la 3e réunion du comité de pilotage du projet. Reportage Mamourou Sidibé. Le comité de pilotage du programme de développement durable du delta intérieur du Niger se retrouve pour sa 6e session. Une session qui se tient au moment où le programme se dit fier de ses activités réalisées. Il s'agit de l'implantation de 22 périmètres maraîchers d'un hectare équipés de fourrages, des châteaux d'eau, des plaques solaires, des bassins, des clôtures grillagées et des magasins pour le stockage et la transformation des produits maraîchers au profit des femmes des cercles de Djéné, Mopti, Tenenkou et Youarou dans la région de Mopti, Gundam et Niafenke dans la région de Tombouctou et Kemassina dans la région de Ségou pour ne citer que cela. Il s'agit pour le comité d'échanger autour des documents en vue de permettre au PDD-DIM de poursuivre ses activités. Cette 6e session se place dans la poursuite de la dynamique enclenchée en vue de consolider les résultats de plus en plus satisfaisants. Il s'agit donc d'examiner les documents suivants. Le compte-rendu de la 5e session du comité de pilotage du PDD-DIM. L'état de mise en œuvre des recommandations de la 5e session du comité de pilotage. L'état d'exécution des activités du premier semestre 2016 et le plan de travail du 2e semestre 2016 et son budget. Le président du comité a souhaité l'examen minutieux des documents en tenant compte des réalités socio-économiques, environnementales, des difficultés et contraintes liées à la mise en œuvre des activités. La faculté des sciences et techniques inaugure son laboratoire en cartographie pour un coût d'environ 40 millions de francs CFA. Ces installations doivent augmenter les capacités opérationnelles de la faculté en matière de recherche et de création de valeur. Reportage Youssouf Diakité. Ceci est une bonne nouvelle pour les professeurs de la faculté des sciences et techniques. L'inauguration du laboratoire de cartographie. Selon l'administration, ceci est un rêve devenu réalité grâce à la persévérance et à la détermination des responsables de l'université pour un coût de réalisation d'environ 40 millions de francs CFA. La salle est équipée d'ordinateurs, mais aussi de logiciels. Donc les données vont être mises dans ces infrastructures au niveau du logiciel, et le logiciel va réaliser des cartes géologiques, mais ça peut aussi aider à la réalisation de cartes géographiques. On est environ à 40 millions. L'initiative a été soutenue financièrement par le partenaire UNESCO à hauteur de 7 millions de francs CFA. La culture est quelque chose de transversal qui nourrit notre manière de penser, notre manière de voir le développement, notre manière de voir la recherche, notre manière de conduire la recherche et notre manière de penser le développement et de l'adapter à nos besoins. Nous tenons à améliorer le plateau technique afin que les ressources que nous allons former soient au service du développement de notre pays. En tout cas, ce fut un rêve longtemps mûri qui a été réalisé à la grande satisfaction des professeurs de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako.
Les élus du cercle de Kita s'engagent pour le développement local avec la recherche des partenaires financiers. Les populations de la capitale de l'Arachide viennent de recevoir le représentant de l'Organisation internationale pour le développement économique. Le patron de l'OID est venu s'enquérir des réalités des communautés. Envoyés spéciaux Seydou Sissoko et Adama Kouroubali. Les autorités du cercle de Kita sont sur la ligne des règles du développement local. Il s'agit de la recherche de partenaires financiers qui peuvent aider à amorcer la relance économique du cercle par la communauté elle-même. Ces autorités viennent de donner la main aux responsables de l'Organisation internationale pour le développement économique, OID. Son représentant résident au Mali a été reçu par les populations de Kita. Alan Claude, c'est son nom, est venu constater sur le terrain les difficultés rencontrées par les communautés dans le cercle et voir comment son organisation peut être un appui. Mon intérêt pour le Mali n'est pas discutable et je ferai tout ce que je pourrai aussi longtemps que Dieu me prêtera vie pour votre bien-être, pour que vous ayez du travail, vous les enfants, que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez vivre dignement dans ce beau pays et dans cette belle ville. Je reste à la disposition du gouvernement malien. Je représente non pas la France, non pas un ou deux pays, mais 194 pays. Ce déplacement est la suite du plaidoyer du député élu à Kita, Mohamed Tounkara, auprès des partenaires financiers, afin de pouvoir trouver des solutions qui peuvent réduire la pauvreté dans le cercle de Kita. Notre devoir, c'est de courir gauche à droite pour qu'on puisse avoir le bonheur pour le Quitois. Donc voilà pourquoi j'ai amené mon ami pour qu'il puisse nous aider dans tout ce qui peut nous développer. La visite du représentant de l'OID à Kita a été fortement saluée. Rentrée politique samedi dernier dans la capitale du Méguétan de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM. L'événement a été marqué par des communications sur la vie du parti, l'implantation de cette formation politique dans la région de Koulikoro et la pose de la première pierre du tout premier siège de la section du parti en deuxième région. On fait les points avec Daouda Kone. Cette rentrée politique est une belle occasion pour les nouveaux adhérents d'expliquer les raisons de leurs convictions. C'est un parti d'avenir, c'est un parti émergent. Donc c'est ce qui a fait que nous avons adhéré au CODEM. Nous savons que le président du parti a fait ses preuves au niveau du sport national. Donc nous pensons quand même que si réellement on parvenait vraiment à bâtir un parti fort au niveau du cercle de Koulikoro, ce même cas de figure peut se produire dans le cercle de Koulikoro. Malgré l'hivernage et l'intensité des travaux champêtres, les militants du parti sont venus nombreux. Cet exercice prouve la bonne santé du parti de la Quenouille dans la région de Koulikoro. D'où cette invite du troisième vice-président du parti en vue de mieux préparer les élections communales à venir. La bonne graine est déjà sémée, puisque si en 2009 nous étions seulement dans une seule commune, aujourd'hui nous sommes dans les 9 communes. J'en profite pour lancer un appel à nos responsables de Koulikoro et de tout le Mali pour qu'ils préparent bien ces communales qui arrivent, car ces communales-là sont très importantes pour la vie du parti. En marge de cette rentrée politique, le président du CODEM, Ousseini Amion Guindo, accompagné d'une forte délégation, a procédé à la pose de la première pierre du futur siège de la section CODEM Koulikoro. Un autre acte de développement posé par le parti CODEM, c'est aussi le lancement des travaux de construction de 3 salles de classe pour le bonheur de la population de Kabana dans la commune rurale de Koula. Ousseini Amion Guindo a également offert des maillots et des ballons à l'équipe de Koula avant de donner le coup d'envoi du premier match de la Coupe CODEM à Koula. Plus de 132 millions de francs CFA, c'est le montant d'un important lot de matériel biomédicaux remis à 26 SESCOM du cercle de Gao. Ce geste du gouvernement malien à travers le projet pour la reconstruction et la relance économique vise à soulager les populations. Compte rendu Drissa Kone. C'est un important lot de matériel biomédicaux composé de tables de gynéco et d'accouchement, des réfrigérateurs, des bancs métalliques, des lits de consultation, des bureaux et des chaises, entre autres, qui a été remis à 26 CSCOM du cercle de Gao. Cette donation du gouvernement malien à travers le PRRE, projet pour la reconstruction et la relance économique, a coûté plus de 132 millions de francs CFA. Le pays est en crise. Tous les équipements des centres de santé avaient été détériorés, emportés par les bandits. Donc si le gouvernement pense à cet état de fait et il équipe les centres de santé, ça ne fera que soulager ce besoin qui est là.
Ce geste en équipement sanitaire confirme ainsi la volonté des plus hautes autorités en matière de politique de reconstruction et de relance économique. Les représentants des bénéficiaires ont apprécié ces matériels qui vont renforcer les plateaux techniques des CSCOM. Ça va réconforter le moral des malades, ça va améliorer les qualités de travail et le rendement des agents de santé, qui nous fait croire que la paix est définitivement retrouvée. La cérémonie de remise qui s'est déroulée au cercle de Gao a regroupé les autorités administratives et politiques du cercle. Culture à présent, la compagnie Blomba et Oxyca Productions ont rendu hommage à l'écrivain Moussa Konaté avec la mise en scène d'une de ses pièces, Un appel de nuit. La pièce parle de la vie des Africains à l'étranger, de l'éducation des enfants. Elle a été mise en scène par le français Patrick Mofo et l'interprétation était assurée par des comédiens professionnels maliens. Compte rendu Mamoutou Dante. Rendre hommage à Fé Moussa Konaté, un écrivain malien, la compagnie Blumba, en collaboration avec Oxyca Productions, a présenté au public malien la pièce de théâtre de Moussa Konaté, Un appel de nuit, mise en scène par le français Patrick Lemeuf. Cette pièce parle du brassage entre les peuples, de l'éducation des enfants et la vie des Africains à l'étranger. Je connaissais très bien Moussa Konaté, puisqu'il vivait à Limoges et moi j'étais directeur du Festival des Francophonies et on est devenus des amis. J'avais lu sa pièce et de nombreuses fois je me suis dit allez, il faut que je la monte, et puis j'ai appris qu'il était décédé et je me suis dit mince, et je me suis dit qu'il fallait lui rendre hommage. Cette avant-première de la pièce a émerveillé plus d'un, avec une très belle interprétation des comédiens et des comédiennes professionnels comme Michel Sangaré, Amadou Nkasuke, Diara Sanogo et Maïmouna Doumbouya. Une pièce formidable et surtout une pièce d'une intensité émotionnelle très forte. J'ai aimé la pièce. Ça, c'est la vie que nous, Africains, nous vivons en France. Si vous amenez les enfants en France, vous avez les enfants en France, vous ne les amenez pas voir votre pays. Vous ne parlez pas de votre pays, mais vous considérez votre pays comme un village. Les comédiens ont vraiment travaillé et ils ont du talent. Je l'avoue, j'étais ému et je vois une réalité. Cette pièce, Un appel de nuit, sera présentée au public pour une seconde fois lors du sommet Afrique-France prévu au Mali en janvier 2017. Sport à présent, 23e édition du CHAN masculin des juniors de handball. Au total, 6 nations sont au rendez-vous. Il s'agit du Mali, pays hôte du tournoi, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte et du Burkina Faso. La clôture du tournoi est prévue pour le 18 septembre. Déjà hier, en levée des rideaux, l'Égypte a pris le dessus sur l'Algérie 28-21, tandis que les Aigles ont été malmenés par la Tunisie, score 49-15, compte rendu Adama Traoré. Les Mali, pays hôte du tournoi, étaient opposés à la Tunisie vêtus de rouge. Une rencontre enlevée haut la main par les Tunisiens. Du début à la fin, les jeunes Maliens n'ont vu que du mirage. La première période a été marquée par un avantage considérable des visiteurs, 25-7. La seconde période a été une partie de promenade pour les jeunes maghrébins, avec une démonstration à la limite d'une leçon de handball. Score final 49-15. À ce rythme, l'objectif d'un autre sera qu'une simple figuration. Auparavant, le second match a mis aux prises l'Algérie habillée en vert à l'Égypte. Une opposition qui a émerveillé le maigre public présent au Palais des Sports. Un duel qui a été à la hauteur des attentes. Mi-temps, une égalité parfaite, 13-13. La reprise a vu un déroulement des offensives de part et d'autre. Les Algériens, maladroits dans les tentatives, finiront par acquiser le coup sous la réussite des Égyptiens. Ces derniers en profitent pour prendre de large. Cette compétition panafricaine ne suscite pas assez d'engouement auprès du public malien. Nous sommes dans la mouvance de la fête de Tabaski. C'est l'un des moments où les cas d'accidents sont fréquents sur les voies publiques. Focus Santé porte aujourd'hui sur le traumatisme crânien. C'est une affection grave du crâne qui peut porter atteinte à la vie du patient. Le traumatisme crânien se caractérise souvent par la perte de connaissance de la victime, la fracture du crâne entre autres. Pour en savoir davantage, Ramata Konaté a fait un tour au service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Suivons ce reportage.
Malgré ces 3 mois d'hospitalisation au service d'accueil des urgences de l'hôpital Gabriel Touré, ce jeune de moins de 30 ans n'a pas encore repris conscience. Il souffre d'un traumatisme crânien dû à un accident de la voie publique. L'étiologie la plus récurrente, tout âge confondu, demeure toujours les accidents de la voie publique. Donc ces accidents de la voie publique représentent les causes les plus fréquentes et entre autres aussi les engins à 2 roues représentent les 70%. Il y a des chutes d'une hauteur, et il y a des accidents domestiques, il y a des accidents de travail aussi, et il y a des coups et blessures volontaires. La tranche d'âge la plus rencontrée, c'est celle de 15-25 ans. Selon l'étude récente qu'on vient de faire, lorsqu'un traumatisme crânien survient, la prise en charge immédiate avant d'arriver à l'hôpital augmente les chances de survie du patient et minimise les dégâts, nous disent les spécialistes. La prise en charge commence en amont. Quand je dis en amont, c'est surtout au lieu de ramassage et à bord de l'ambulance. Donc l'ambulance doit être équipée en matériel de monitorage multiparamétrique, en matériel d'assistance respiratoire, parce que ces patients ils peuvent présenter une détresse respiratoire. Donc il faut un médecin à bord de l'ambulance. Si le patient est instable, donc on va stabiliser les patients et puis secondairement faire le scanner. Au-delà d'ici, si l'état de conscience n'est pas bon, la prise en charge doit être poursuivie en réanimation, en unité de réanimation. La prise en charge, elle est multidisciplinaire. Cependant, des difficultés demeurent. Au jour d'aujourd'hui, les scanners, quand tu réalises des scanners, les clichés, on ne peut pas tirer les clichés. Il faut 2 semaines pour avoir les clichés. Et les neurochirurgiens, pour qu'ils évacuent les hématomes qui sont dans le cerveau, il faut qu'ils évacuent en fonction des clichés. Le nombre de lits est vraiment insuffisant pour le taux d'admission des patients qui nous parviennent. Le 3e problème, ça c'est la non-médicalisation du préhospitalier. Les ambulances surtout. On peut guérir du traumatisme crânien selon le niveau de l'affection du crâne. On peut aussi développer des séquelles invalidantes qui va devenir vraiment une charge pour la famille. 3 critères permettent de déterminer le niveau de conscience du patient. Il s'agit de l'ouverture des yeux, de l'élocution du patient et du mouvement des membres. D'autres facteurs peuvent mettre en danger la vie d'un traumatisé crânien. 1 ou plusieurs mois après la survenue d'un traumatisme crânien, le malade peut développer des saignements à l'intérieur du crâne. Si les saignements concernent le cerveau, effectivement, on peut avoir, n'est-ce pas, une impotence des membres. On peut avoir une aphasie, on peut avoir d'autres lésions. Face à la diversité des conséquences et aux difficultés liées à la prise en charge du traumatisme crânien, la prévention demeure le meilleur moyen de lutte. C'est le port obligatoire des casques, première chose. Et deuxième chose, l'utilisation des ceintures de sécurité pour les conducteurs. Et en 3e lieu, l'amélioration de l'état des routes par les autorités compétentes. Comme on le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Activité présidentielle et Nyanya Aliou Traoré vient juste de regagner la maison de la radio. Et les activités du président de la République, oui, le président s'est rendu cet après-midi dans les familles fondatrices de Bamako pour le traditionnel Sambé Sambé. Entendez par là les meilleures occasions de parler de la vie de la cité et des projets de développement engagés par le gouvernement pour le bonheur des populations. Nyanya Aliou Traoré, compte rendu. Nous sommes à Nyarila, précisément devant la famille des Nyari. Il est 16h30. On effectue les dernières mises en place. Grands et petits, tous s'activent pour accueillir dans de bonnes dispositions un invité de marque en ce jour de fête. Aucun des membres de la famille ne veut rater ce contact. Précisément, les tout petits. Réunis autour du chef Draman Nyari, toute la famille est au grand complet et ne cache pas sa satisfaction. Je les remercie de tout mon cœur, au nom de mon clan et de la famille. À tout le monde, merci à vous.
Mais c'est à tout le monde. Accompagné dans ces projets de développement. Je ne suis pas l'ennemi du Mali, je suis malien 100%. Alors d'accord, si je ne peux pas l'aider, mon président a le développement du pays, qu'est-ce que je vais faire? Quelques mètres séparent la famille des Niaré à celle des Touré. À 17h, la délégation présidentielle est aux côtés du vieux Touré dans le vestibule familial. La famille encourage le président de la République dans ses actions et l'exhorte à continuer sur cette voie pour le bien-être des Maliens. Le Mali est un grand pays, un vieux pays, un pays béni. Puisse à Allah que notre marche en avant soit impétueuse, triomphante, sous le règne d'Ibrahim Boubacar Keïta. Les chantiers actuellement en cours, la Biennale, le sommet France-Afrique, le déguerpissement de la ville de Bamako, tous ces responsables sont passés dans ce vestibule pour demander les bénédictions du patriarche. De bon cœur, il les a accordées. Président, de jour comme de nuit, nous sommes à vos côtés. Puisse Allah vous donner la force, la santé, la sagesse de conduire le Mali vers un avenir plus radieux. Direction Dravela, dernière étape de cette visite de courtoisie. Voilà le patriarche Dravé qui félicite le chef de l'État et son gouvernement dans la conduite des affaires de la nation. Il réitère son soutien indéfectible. C'est un sentiment de très grande fierté et un sentiment de reconnaissance envers le président. Je crois que le chemin qui a été tracé depuis nos ancêtres, il a vraiment suivi ce chemin-là et il a tenu à le respecter. Donc nous ne pouvons que vraiment nous réjouir de son attitude qui a toujours été permanente à notre égard et lui souhaiter bonne chance dans l'œuvre immense qu'il est en train d'accomplir pour la sécurité, la paix et le développement de notre pays. Ce parcours Nyarila, Bakedaji, Dravila, dans les familles fondatrices de Bamako, répond à un rituel, dira le chef de l'État. Il est essentiel, précise-t-il, de respecter les traditions. Mon chemin habituel le jour de l'Aïd, de venir dans les familles fondatrices, saluer, recueillir l'avis de ces sages parmi les sages, pour notre conduite de ce qui nous a été confié par les Maliens et par Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, c'est le jour des vœux réciproques. Nous en émettons, nous en recevons. C'est ce rituel-là qui s'est renouvelé. Et je veux seulement remercier le Seigneur de nous avoir permis, mon aîné, le Premier ministre et moi-même, et le ministre de la Présidence, Monsieur le ministre de cabinet et nos collaborateurs de nous avoir accompagnés dans les 3 familles fondatrices pour cet acte de foi qui est requis et souhaiter que l'année prochaine nous soyons en capacité de renouveler les mêmes gestes et également que pour le salut du pays, ces piliers restent au chevet du pays, au chevet du Mali. C'est cela. Je voudrais simplement remercier les 3 familles fondatrices pour l'accueil que partout elles nous ont réservé, et avec des mots très chaleureux à l'endroit du pays et de nos humbles personnes, en souhaitant que vraiment notre pays connaisse une fin d'hivernage heureuse, que les pluies bienheureuses qui nous ont été données par le ciel se poursuivent avec régularité, mais sans dégâts, pour qu'au bout du compte, au bout de l'hivernage, nous ayons des récoltes à hauteur de souhait dont le pays a besoin pour reconstituer son stock céréalier et redevenir le grenier qu'il a toujours été. A signaler que dans ces quartiers, les populations sont sorties spontanément et massivement pour acclamer le président de la République en lui souhaitant longue vie et beaucoup de prospérité pour le Mali.
Voilà, à retrouver la version bamanakan de cette visite du président de la République dans les familles fondatrices de Bamako dans un programme de demain. Page noire de cette édition, le président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau et de la conférence des présidents, l'ensemble des députés, le personnel parlementaire ont la profonde douleur de porter à la connaissance du peuple malien le décès ce jour lundi 12 septembre 2016 de l'honorable Hamadoun Djoro Yaranangore, député élu dans la circonscription électorale de Mopti. Décès survenu à Paris des suites d'une longue maladie à l'âge de 60 ans. La levée du corps fera l'objet d'un communiqué ultérieur. En cette douloureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale, au nom de la représentation nationale, présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Dors en paix, honorable. Ainsi s'achève ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Une fois de plus, bonne fête de l'Aïd El-Kébir pour les éditions de demain. 10h-13h, une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. S'il plaît à Dieu, je serai là pour les éditions du soir. Au revoir. Allah bénisse le Mali.